Sur le grill, avec vous, Jean-Michel Cavret, vous êtes directeur en charge de l'électromobilité BMW Group en France. Oui. 37 années chez BMW et ce cadeau fabuleux depuis 2 ans, participer à ce projet d'avenir, enfin futur très proche pour BMW. Absolument, oui, tout à fait. J'ai la chance d'être orienté vers le futur et donc dans cette stratégie électromobilité qui a démarré donc au BMW Group en 2007, puisque comme vous l'avez compris... Oui, ce n'est pas un retour vers le futur, c'est tout nouveau chez BMW. Hein. Non, c'est tout à fait faux. Ma fonction est récente. Par contre, le premier véhicule électrique que nous avons fait chez BMW remonte dire 1932. À 1972. Oh, j'étais pas loin. C'était une 1602 qui a accompagné les marathoniens aux Jeux Olympiques de Munich. Ça veut dire que BMW, depuis très longtemps, depuis 40 ans, donc, explore un certain nombre de pistes, dont celle de l'hydrogène, mais dont celle aussi de l'électricité. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'hydrogène, BMW a énormément communiqué sur l'hydrogène jusque 2007-2008, je dirais même jusque 2009, à tel point qu'on a l'impression finalement que la stratégie électrique, c'est un peu par défaut. Non, je pense que. Détrompez-moi. Oui, je vais essayer de vous détromper, ou plutôt de pondérer le jugement. C'est-à-dire que nous avons une expérience... Ce qui est allemand est hydrogène, ce qui est français est électrique, voilà. Les vaches sont bien gardées. Je vous provoque, allez-y. Oui, je comprends, et ça fait partie du rôle. L'hydrogène, nous l'avons vraiment exploré, puisque nous avons fait toute une série de voitures des séries 7 qui ont été en particulier testées aux États-Unis, en Californie par exemple. C'est ce qu'on a tous en tête. Voilà, tout à fait. Mais nous nous sommes aperçus que... C'était compliqué. Alors c'est compliqué. Pourquoi ? Je vais simplement prendre un exemple pour l'illustrer. Pour avoir un réservoir qui permette d'alimenter en bicarburation un véhicule à hydrogène, il faut refroidir l'hydrogène à moins 256 degrés. Donc imaginez que vous ayez une voiture... C'est-à-dire le zéro absolu. Le zéro, voilà. Quasiment le zéro Quasiment. Absolu. Donc vous êtes un homme d'affaires qui avait une série 7, vous allez à l'aéroport, vous partez 10 jours en voyage, on va pas vous attraper revenez... un rhume à ce point-là, quand même. Vous revenez... Trop compliqué. Et l'hydrogène s'est simplement évaporé puisque on n'a pas été capable de la maintenir à 256 degrés. Aujourd'hui, on n'est pas capable de maintenir la chaîne du froid nécessaire, en tout cas. Alors, premièrement, il y a ce point-là. Et puis, regardez déjà la complexité, et on va y revenir sur le véhicule électrique. Imaginez la complexité des infrastructures de remplissage pour l'hydrogène. Oui, absolument. C'est ce qui fait problème aujourd'hui. C'est ce qui fait problème. Voilà. On revient à l'électrique. Oui. Vous menez une expérimentation. Oui. Vous n'avez pas fait que cela. C'est avec Mini. Vous allez nous la détailler un petit peu. Vous n'avez pas fait que cela. Vous avez lancé une marque. Tout à fait. Une véritable marque, donc BMW i, pour l'ensemble de la gamme électrique, qui se composera de 2 modèles dans un premier temps. Et de beaucoup de services autour. Voilà, ça c'est pour la marque BMW. Absolument. Actuellement, vraiment l'actualité aujourd'hui, c'est Mini, donc avec une expérimentation. Vous avez électrifié il y a quelque temps 612 Mini. Exact. Et un test en France avec des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs, des dizaines, je crois. C'est-à-dire que nous avons... un document à montrer qui n'est pas un document commercial. Non, c'est un document qui présente justement la Mini, c'est-à-dire qu'on a converti... La stratégie de BMW est extrêmement simple en vérité. En 2007, on décide de faire 2 tests successifs avant justement l'arrivée de BMW i, qui est une nouvelle marque qui a été créée par le groupe. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris effectivement une Mini Cooper qu'on a transformée en électrique. On en a fait effectivement... électrifiée. Absolument. C'est donc une conversion. 250 kg de batterie dans le coffre. 260 kg de batterie dans le coffre et la voiture pèse 1,5 tonne. D'accord ? Voilà. Mais elle fonctionne. Elle fonctionne et très bien puisque nous avons fait déjà plus de 15 millions de kilomètres avec une batterie lithium-ion puisque la voiture est équipée d'une batterie lithium-ion. Voilà. Et effectivement, cette expérimentation a été déployée aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, puisqu'il y a 50 Mini électriques, donc de Mini E, comme on les appelle, qui tournent en région parisienne depuis le mois de décembre. Voilà. Alors, ça commence à... Et puis en Chine et au Japon depuis mars. Ça commence à produire des effets puisque vous accumulez en fait le retour d'expérience de la part des utilisateurs. Oui. En quelques phrases, que disent les utilisateurs sur le véhicule électrique ? Alors effectivement, la base de cette expérimentation est beaucoup moins pour tester la voiture puisque nous pensons... Que tester l'utilisateur. Nous testons l'utilisateur. Bah oui. Nous testons le comportement psychologique au volant de l'utilisateur. Qu'est-ce qui change par rapport à la conduite d'un véhicule thermique ? Voilà. Et c'est toute la base. Et ensuite... Alors la grève prend-elle ? Et ensuite, nous aurons, pour continuer, une nouvelle expérimentation, toujours avant la commercialisation. Nous n'avons toujours rien à vendre chez BMW pour le moment, avec un coupé BMW lui-même transformé, Active E. Et là, qu'est-ce que l'on va tester ? C'est toute la chaîne de traction électrique qu'on retrouvera justement
sur la BMW i3 qui, elle, sera commercialisée en 2013. C'est très pédagogique et c'est très allemand comme présentation. Bravo. On revient donc à l'utilisateur. Vous testez les utilisateurs, les cobayes. Oui. La greffe prend-elle ? Absolument. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les clients? C'est que, premièrement, dans plus de 90% des cas, ils ne rechargent que chez eux. Deuxièmement, quelque part, ça se comprend, il n'y a pas beaucoup de stations à l'extérieur. Si, contrairement à la région parisienne, contrairement à ce que vous pouvez penser, oui, c'est ce que je pense. Il y en a plus de 300 qui existent déjà en région parisienne, en voirie et les parkings. Oui. Avec la SAMES en particulier, qui gère un certain nombre de parkings parisiens. Ouais. Et en plus, je ne sais pas si vous le savez, mais la mairie de Paris, pour promouvoir le véhicule électrique, offre une autorisation de parking gratuit, oui, c'est vrai. Et en plus un badge de recharge gratuite. Donc, mais malgré tout cela, les gens rechargent à domicile. Mais c'est, je dirais, et c'est la raison pour laquelle nous faisons des expérimentations très longues, c'est que c'est l'évidence. La seule chose, c'est que toute la profession autour de l'électromobilité sait que si on ne voit pas des voitures électriques dans la rue et surtout des bornes de recharge en bord de voirie, les gens ne plongeront pas, entre guillemets. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'autonomie qui est constatée de 160 km, personne n'est jamais tombé en panne avec une Mini E sur notre expérimentation, parce que les gens prévoient. Premièrement, le kilométrage moyen en Europe est de moins de 40 km. Et deuxièmement, ils n'ont pas... De ce fait, si vous voulez, ils rechargent très rapidement tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours. Hein. On prend quelques questions auprès de vous, messieurs. Qui veut poser une question à Jean-Michel Cavret? Jean-Claude Marc-Anthony. Je serais intéressé, effectivement, avec... de la part de l'Argus sur au-delà de l'expérimentation, c'est la manière dont BMW Mini entend commercialiser. Je pense, on parlait de marketing model tout à l'heure, ce sera de l'achat comptant, de la location. Quel est le modèle de commercialisation auquel BMW pense aujourd'hui pour commercialiser ses produits? Pour répondre très précisément à votre question, aujourd'hui nous nous posons beaucoup de questions sur le business model autour du véhicule électrique. Et c'est probablement l'occasion pour nous de changer aussi ou d'expérimenter un certain nombre de choses. Ce sont des choses, puisque nous allons commercialiser fin 2013, qui ne sont pas encore arrêtées, sur lesquelles nous ne communiquons pas encore. Mais très clairement, c'est une bonne question, puisque nous sommes actuellement en train de nous interroger sur exactement tout ce que l'on peut tester en termes de business model par rapport à ça. Ouais, pourquoi ? Parce que les voitures électriques, par définition, les gens imaginent que ce sont des voitures plutôt de ville. Et je peux vous assurer, pour avoir été vraiment au cœur de l'expérience, c'est qu'il est beaucoup plus facile en province d'avoir un garage avec une prise électrique dans son garage qu'à Paris. Et pourtant... Donc la province a ses atouts. Absolument. Soyons parisianistes dans nos propos. Et en plus, le kilométrage moyen dont on parle de moins de 40 km en Europe, c'est pas uniquement pour les bobos parisiens, c'est aussi pour l'ensemble de la France. Allez. Donc je pense que ça peut bouger aussi de ce côté-là. Question du distributeur, l'homme de terrain, Éric Vandemal, Citroën, Rambouillet. Nous, on voit entre Citroën et Peugeot les voitures électriques qu'on a au catalogue. L'approche n'est pas la même entre Peugeot et Citroën. Et Ion. Oui. Nous, chez Citroën, c'est un prix. Je crois que chez Peugeot, c'est une mensualité. C'est vrai que la question de M. Marc-Anthony, elle est bonne, parce que comment est-ce qu'on la propose aux clients ? Comment est-ce qu'on la met en avant ? Est-ce que le constructeur veut vraiment la mettre en avant ? Est-ce qu'il est bien d'avoir une voiture électrique au catalogue et qu'est-ce qu'on fait après ? Pas de réponse à ces questions. Moi, je n'ai pas trop de réponse. Avez-vous déjà vendu une voiture électrique ? Oui, c'était un berlingot à la mairie de Rambouillet il y a une quinzaine d'années. Ouais. Et ils l'ont utilisé pendant une dizaine d'années et il a très bien fonctionné parce qu'ils avaient pris l'habitude de le recharger le soir. Et les seuls problèmes qu'ils ont eu, c'est parce que, effectivement, quand on oublie de le recharger, ça ne marche pas. Mais sinon, ça marchait très bien. Dernière question, messieurs. Moi, je parlerai François-Michel Parcours. L'activité loire longue durée. Pour l'instant, l'électrique, c'est encore un peu tôt pour deux raisons. La première, c'est un coût financier, donc le TCO est encore trop élevé. Et le deuxième, c'est un frein technologique. Oui, parce qu'on parle de valeur résiduelle avant tout, et personne ne sait dire précisément. Voilà, c'est un peu l'inconnu. Et puis le deuxième frein au niveau de la LLD, c'est l'autonomie, puisque aujourd'hui, le contrat moyen chez Parcours, c'est 38 mois, 101 000 km. Donc forcément, l'autonomie se pose en problème. Et pour l'instant, nous misons plus sur l'hybride que sur l'électrique pour l'instant dans ce marché Loire longue durée. Vous arriverez à le convaincre ? Non, je suis complètement d'accord avec cette analyse, puisqu'il faut quand même avoir en tête 2-3 chiffres, c'est-à-dire que selon les constructeurs, on imagine qu'à l'horizon 2020,
on sera entre 2 et pour les plus optimistes 15% de part de marché. Et quand on dit part de marché entre 2 et 15%, c'est les véhicules 100% électriques et les véhicules hybrides, donc ce qu'on appelle Dieter Zetsche, 2%, Carlos Ghosn, 15%. Je crois que vous avez compris. Pour revenir à la remarque tout à fait justifiée, c'est que entre ces fameux 2 et 15%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2020, il y aura entre 85 et 98% de voitures qui seront ni électriques ni hybrides rechargeables. Par contre, ce que nous savons ou ce que nous imaginons dans notre milieu professionnel, c'est dans ce segment-là, dans cette niche entre 2 donc et 15%, il y aura certainement 75% d'hybrides rechargeables et 25% d'électriques purs. De même que nous savons, c'est que le business de l'électrique va démarrer essentiellement par les collectivités et les sociétés, et ensuite les particuliers prendront le relais. Le gros problème que nous avons, compte tenu de l'état de nos finances publiques, c'est bien sûr qui finance l'infrastructure dans les villes. Qui finance l'infrastructure? On aura fatalement des réponses et nous y reviendrons dans une prochaine édition de cette PMVN.